Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un téléphone Android, encore une fois sur un téléphone Android. Et oui, il faut croire qu'il n'y a que ça en Chine en ce moment qui déchaîne les passions et qui déchaîne entre guillemets l'ingéniosité, que ce soit en contrefaçon, en plagiat, en idées bizarres, farfelues, voire idiotes, voire malines, qu'il peut y avoir sur les téléphones chinois depuis quelques années. Ce téléphone-là, comme vous le voyez, a été pris en licence par SFR. C'est un téléphone de chez ZTE à l'origine, mais bizarrement on peut le trouver moins cher en le prenant en version SFR. Vous n'allez pas chercher à comprendre, c'est pas grave. Alors, chez SFR, ils l'appellent le SFR Star Note. Par contre, si on prend le nom de ZTE, c'est le ZTE Amigo. La seule différence entre les deux, c'est que le Star Note de chez SFR, bien entendu, a un clavier AZERTY, étant donné qu'il est destiné à la France. Le truc en question, ne pas accepter si ce truc est coupé, eh bien a visiblement été coupé largement avant que je le reçoive, étant donné que il était coupé quand je l'ai reçu. Bon, enfin bref. Alors Android, Douat, voilà, une caméra à 3,2 mégapixels, pas de caméra frontale. Bon, musique, micro SD, GPS, je suppose que c'est ce truc là. Il doit y avoir Bluetooth en transparence qu'on voit, Wi-Fi, Edge et 3G+. Bon bah voilà, hein, au moins on voit qu'il est tout équipé ce téléphone. Là-dedans, il y avait la batterie. Alors, je vais pas vous montrer comment on met la batterie dedans parce que je l'ai déjà fait, etc., etc. Je vous montre quand même qu'il était dans une petite pochette. Je vous montre aussi un détail qui tue à propos du vendeur, qui montre à quel point il a été très précautionneux. Ce petit morceau de mousse minuscule qui était posé là, entre le téléphone et les accessoires, pour empêcher que le tout bute et bouge dans la boîte, etc. Très bonne idée du vendeur. Franchement, là au moins on a quelqu'un qui s'occupe de ses clients. Alors un petit protège-écran pour le transport du téléphone, mais pas pour l'utilisation, étant donné que c'est juste une merde en plastique, genre cellophane à la con. Et voilà le téléphone. Originalité de ce téléphone, et c'est pour ça que je l'ai pris plutôt qu'un autre, attention. Tac. Tada, clavier AZERTY, vrai clavier AZERTY, c'est pour ça que je vous disais ça, que la seule différence c'était le clavier AZERTY contre le clavier QWERTY, car ce téléphone-là a un clavier physique dépliable qui fait toute la largeur du truc, donc très agréable à utiliser, beaucoup plus agréable à utiliser que beaucoup de claviers physiques de ce type d'ailleurs. Bon, sauf peut-être le Motorola Droid, qui était l'un des premiers téléphones Android, qui était vraiment très confortable, mais qui est un téléphone qui coûte encore une fortune. Celui-là peut se trouver dans les 100 €, hein. Si on fait une bonne affaire, peut-être on peut le trouver un peu moins. Donc, voilà les accessoires avec lesquels il a été fourni. Alors, plein d'autres morceaux de mousse pour ne pas que ça bouge. Là, on voit vraiment à quel point il a été précautionneux, parce que franchement, même les accessoires... Alors, une paire d'oreillettes. Ce n'est pas le genre d'oreillettes à la con qui rentre dans les oreilles, la façon boule caisse. C'est déjà bien. Ah, c'est des oreillettes officielles de chez ZTE, comme on peut le voir en flou. Donc ça doit être un bon signe au niveau de la qualité du truc, c'est-à-dire que ça doit pas être trop pourri, mais ça doit être quand même pourri. Un câble USB qui a l'air de bonne qualité, un chargeur complet avec son câble entier, tiens, ça c'est assez rare. Un chargeur microscopique de chez ZTE aussi, visiblement il est marqué, donc bon, ça doit être un truc pas très solide, un peu pourri, mais bon, voilà, un truc correct quoi. C'est-à-dire des choses dont SFR n'a pas honte de vendre. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, SFR a décidé de nous faire un manuel d'instruction. Comme vous le voyez, j'ai pas ouvert jusque là, hein. J'ai juste testé le téléphone, mais j'ai pas été plus loin. Alors, guide de prise en main du Star Note machin chouette, Android technologie, ok, oui, pourquoi pas. Ah oui, d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de dire. Mais un truc avec cette boîte, il n'y a pas grand chose de drôle qu'on peut dire à propos de cette boîte. Il n'y a pas des logos farfelus ou des trucs qui n'existent pas. Là, il y a recyclage, poubelle, CE, gna gna gna, point d'exclamation dans un rond, enfin bon bref, quelques trucs intéressants, non je dis des trucs intéressants mais ça ne l'est pas du tout. Ensuite ici il y a le nom du modèle, sa couleur d'ailleurs, je sais pas, il existe dans une autre couleur que noir, bah ça je savais pas. Crotte, il faut que je floute, il y a l'IMEI qui est marqué en clair à cet endroit là, c'est génial. Ensuite, ici, il y a des saloperies de trucs où il y a marqué le nombre, enfin les pays dans lesquels fonctionne ce truc-là. À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Il y a qu'en France et en Amérique qu'on prend les gens pour des cons à ce point-là. Donc ensuite, oui, alors quelques petits
logo sympatoche qu'on peut voir ici. Attention, fait par SFR, et attention, une oreille peut exploser dans votre téléphone. Je sais pas trop ce que ça veut dire que ce truc-là, mais ça c'est quand même un logo assez farfelu qu'ils ont inventé à l'Union Européenne là, mais bon bref. Alors, donc pas la peine de le démonter, carte SIM déjà dedans, etc. Alors j'ai déjà utilisé le téléphone plutôt pas mal parce qu'il est arrivé juste avant un week-end et je me suis dit oh bah allez hop, hein, j'embarque ce téléphone et j'ai été chez Dark avec ce téléphone là directement après l'avoir reçu. Donc il a fait un petit peu son baptême du feu, il est passé par le RER et le métro et c'est là où j'ai vu qu'il avait pas une super réception contrairement aux autres téléphones que j'ai pu utiliser. Tous les autres téléphones chinois avaient une réception 3G qui était parfaite quoi. Bon, pas dans le métro, bien entendu, ça coupait à des endroits, etc. Mais celui-là, donc, eh bien, il coupait beaucoup plus de fois. Bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Parce que c'est surtout la 3G qui marche pas très bien avec ce téléphone quand on est dans les couloirs du métro. Mais sinon, la 2G fonctionne plutôt pas mal et on réceptionne plus ou moins partout. Mais bon, bref. C'est un truc à savoir, c'est qu'il a l'air d'avoir, au niveau de la 3G, une réception assez faible. Hein. Bon, c'est pas non plus dramatique, parce que comme vous voyez, SFR a fait confiance à ce truc-là en se disant « Oh, ça suffira pour nos réseaux ». Donc voilà. Alors oui, il est peut-être venu avec la boîte SFR et compagnie, mais il n'est pas bloqué, simloqué chez SFR hein, non plus, hein, faut pas exagérer. Alors un guide de démarrage rapide en français, oh ça c'est pas mal. Alors bon bah on peut voir à peu près à quoi ressemble le téléphone avec le dessous démonté, donc carte SIM, carte SD, tout ce genre de trucs, enfin micro SD. Ensuite bon, on explique comment fonctionne le téléphone, chose voilà, dont on n'a plus vraiment besoin, je pense. Alors ils expliquent comment le verrouillage par schéma, un truc que je trouve sympathique comme idée qu'il y a dans Android. Alors c'est Android 2.2, c'est une version d'Android un petit peu dépassée, on va dire, mais bon, c'est hop. Visiblement, j'ai reçu un message à la con. Alors donc je disais c'est Android 2.2, mais bon ça se pose pas trop de problèmes franchement, hein, on n'a pas l'impression d'être 3 milliards d'années en arrière. Bon certes on pourrait s'amuser à améliorer un petit peu le thème, genre par exemple mettre un launcher alternatif, genre ADW, et modifier la barre la barre en haut là, comme on appelle ça déjà, la barre de statut, et la mettre en noir, etc. pour que ça ressemble un peu plus à Android 4, si c'est juste au niveau du look que ça vous pose problème. Au niveau des programmes à installer, franchement Android 2.2 c'est pas non plus la dèche, même si c'est vrai qu'il commence à y avoir quelques jeux et quelques programmes qui ne sont plus compatibles avec les téléphones sous Android 2.2 et qui commencent seulement à partir d'Android 2.3. Mais bon, c'est pas trop grave parce que ce téléphone-là n'est pas non plus fait pour faire fonctionner ce genre de programme qui serait susceptible de ne pas fonctionner sur Android 2.2. Donc voilà, je veux dire au niveau des performances, il est pas non plus génialissime. Alors là où il y a un problème aussi, c'est que la mémoire vive là-dedans est très faible. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu, vous savez, il y a beaucoup de téléphones, tous les téléphones que je vous ai montrés avaient 256 MO de mémoire vive. Mais dans ces 256 MO, ce qui est le cas aussi de celui-là, normalement, on a à peu près 190, voire pour certains, on avait jusqu'à 220 MO de mémoire vive qui étaient utilisables. Ce qui rendait le tout tout à fait utilisable sans aucun problème. Mais celui-là, il n'a que 160 MO d'utilisable à l'intérieur. Ce qui fait que déjà une mise à jour vers Android 2.3 est totalement infaisable à cause de ce problème-là. Étant donné que il y aurait vraiment plus de mémoire vive utilisable pour les programmes, mais ça fait aussi que même si Opera Mobile ou ce genre de truc utilise pas mal de RAM ne pose vraiment pas de problème, ça peut à mon avis limiter son utilisation pour certains jeux, ce qui est dommage parce que le processeur qu'il y a là-dedans n'est pas si mauvais, le processeur ainsi que le processeur graphique, car il a un vrai processeur graphique, celui-là n'est pas si mauvais. Franchement c'était une sacrée surprise de voir déjà qu'il y avait un processeur graphique et non pas comme l'Ideo sous le Jinsen que le processeur tout court s'amuse à gérer le processeur graphique. Comme vous le voyez là, ça clignote en rouge, tout simplement parce que je n'ai plus de réseau, car il est en train de passer de la 2G à la 3G ou de la 3G à la 2G. Et il le fait très souvent, il change de réseau assez souvent parce qu'il ne capte plus la 3G, chose qui ne s'est jamais produit sur les téléphones que j'ai pu vous présenter précédemment. Donc oui, c'est assez bizarre, mais la 3G, il a un peu de mal à le capter. Par contre, un truc,
Je n'ai absolument pas eu un seul problème après avoir parlé au téléphone avec Paul pendant 2 heures de suite, ça n'a pas coupé une seule fois, donc la réception a l'air d'être assez faible pour la 3G, malgré tout ça ne pose aucun problème si la 3G saute en plein milieu d'un appel ou ce genre de truc, je sais pas trop pourquoi, mais enfin en tout cas ce téléphone a l'air d'être très très fiable. Un problème, regardez ça, SFR Wi-Fi, SFR mon compte, SFR TV, SFR répondeur, SFR jeu, 9 box TV, SFR musique, bon plein de conneries de chez SFR qui prennent une place phénoménale dans le téléphone et qui m'empêchent de pouvoir installer ce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de toute cette merde de chez SFR, j'ai installé tous ces petits programmes là, il y en a pas beaucoup, bien entendu Facebook et Twitter étaient eux aussi installés par défaut, ainsi que Google Maps, YouTube, etc., Gmail, enfin ce genre de trucs, enfin non peut-être pas Gmail c'est bien que ce soit installé par défaut, mais Google Maps et YouTube ce sont des trucs qu'on préférerait installer séparément quand il y a aussi peu de mémoire dans ce téléphone là, de façon à pouvoir le déplacer sur la carte SD. Parce que là, le problème, c'est qu'on gâche l'espace qu'il y a dans le téléphone. C'est-à-dire qu'il y a déjà très très peu de mémoire à l'intérieur, et tout a été gaspillé par SFR avec tous ces programmes à la con qu'ils ont donné avec, ce qui fait que si j'essaye d'installer un jeu supplémentaire, paf, il y aura un truc d'espace libre faible qui apparaîtra. Donc ça, c'est un problème qui fait que ce téléphone-là est susceptible d'être routé dès la première utilisation. D'ailleurs, heureusement, j'utilise toujours mon petit programme xray.io, machin chouette de je ne sais pas quoi, bidule chouette, ascenseur, domino, pas pizza. Donc, voyez, tous ces petits trucs que l'on peut avoir là, ce sont des petites failles de sécurité gentilles, dont Gingerbreak et Zimperlich, qui veulent dire que, en gros, on peut très facilement router ce téléphone par toutes les méthodes universelles, plus ou moins, de routage de téléphone. Donc, on va essayer ou Gingerbreak ou Z4Root, les deux devraient fonctionner. Au niveau de la mémoire interne, c'est-à-dire de la mémoire qu'il y a hors carte SD, c'est-à-dire pour installer les programmes, etc., eh bien, mémoire interne, il y a marqué qu'il y a 162 MO, je sais pas si vous le voyez bien, j'ai l'impression que c'est un peu flou, non, c'est bien réglé, bon. Donc, 162 MO, et il y en a que 21 de libre après avoir installé si peu de choses. C'est juste invraisemblable. Je ne sais pas comment il y a des programmes qui peuvent, comme ça, gaspiller tout l'espace libre qui est donné comme ça, c'est un truc de taré, et là, franchement, on se dit, mais merde quoi, crotte, on peut rien installer sur ce truc là, ils ont vraiment pas été lucides chez SFR quoi. Donc voilà, ça c'est un petit truc que l'on peut voir. Oh là, franchement, c'est vraiment de la faute de Facebook et Twitter, deux autres programmes qu'on n'aurait pas aimé voir installés par défaut, parce que déjà il y en a qui en veulent pas, et deuxièmement, s'ils sont pas installés par défaut, et ben il suffit d'utiliser un programme comme Link2SD ici là pour pouvoir le forcer à se déplacer sur la carte SD, même si le programme ne le veut pas. Et donc voilà, disk usage pour voir l'espace utilisé. J'ai utilisé ça pour voir d'où venait mon problème d'espace. Ensuite, j'ai installé MX Player, il lit plutôt bien les vidéos, même si, encore une fois, c'est un de ces téléphones, c'est dans les téléphones que j'ai eu qui avaient ce problème qu'il faut que l'on utilise des formats assez basiques pour pouvoir avoir une lecture fluide, c'est-à-dire pas forcément basique, mais il faut les réencoder si votre truc est vraiment encodé bien comme il faut, quoi. Genre vous avez un MKV, non ça marche pas, il faut le réencoder pour que ça puisse fonctionner dessus, alors que sur certains autres téléphones ça fonctionnait tel quel. Et bien là, non, là ça fonctionnera pas tel quel, il faut le réencoder avec des programmes comme Handbrake ou ce genre de trucs. Et une fois réencodé, ça fonctionne très très bien. Il y a 5 heures d'autonomie en vidéo, ce qui est vraiment pas mal, hein, ce qui le met au niveau des meilleurs téléphones que j'ai pu avoir jusque là. En tant que téléphone, environ 4 heures d'autonomie. Pour la veille avec le Wi-Fi, 80 heures. La veille sans le Wi-Fi, 80 heures. Et c'est là où on voit qu'il y a un problème, c'est qu'en fait le Wi-Fi se désactive dès que l'écran s'éteint. Même quand on désactive cette fonction de mise en veille du Wi-Fi quand l'écran s'éteint, eh bien il met quand même en veille le Wi-Fi. Ce qui, je trouve, est un petit peu stupide pour pouvoir, moi, de mon côté, voir la durée de vie avec le Wi-Fi pour comparer sans le Wi-Fi, etc. Voilà, ensuite, en MP3,
eh bien 18 heures d'autonomie, ce qu'il met plus ou moins entre l'Ideos et le Jinsen, et plus ou moins entre enfin dans le niveau de tous les autres téléphones que j'ai pu recevoir. Ensuite, en jeu, il doit faire dans les 3 heures, je suppose, même si j'ai pas du tout testé. Et sans la 3G, on avait vu avec l'Ideos que ça ne changeait pas grand chose. Je suis sûr qu'avec ce téléphone-là, ça change pas grand chose non plus, étant donné qu'on a pu voir que de toute façon la 3G saute de temps en temps et il fonctionne en tant que téléphone 2G. Donc, au niveau des autonomies, j'ai terminé. Comme vous le voyez, des autonomies tout à fait convenables. 80 heures d'autonomie en veille, ce qui fait que si on l'éteint chaque nuit, on peut le recharger. Attends, ça fait... merde, 90... Attends, on va prendre la calculatrice d'Android et puis on va pouvoir faire le petit calcul tout de suite. On va dire qu'une journée où on est réveillé, on va dire que c'est 12 heures, même si c'est un peu plus, bien entendu. 80 divisé par 12, ça fait environ 6,6 comme vous voyez. Jours, enfin 6,7 si on arrondit comme il faut, jours sans avoir à le recharger. Bon, ça, ce qui fait environ, on va dire, entre une semaine si on l'éteint la nuit, à tous les 4 jours, 5 jours si on l'éteint la nuit, ou tous les 2 jours si on a vraiment envie de pouvoir faire des tonnes de trucs dessus, etc. Pour moi, j'ai tendance à recharger mon téléphone tous les soirs, même si je suis à 80% de batterie arrivé au soir, juste par habitude, parce que c'est une bonne habitude à prendre, vraisemblablement, avec ce genre de téléphone dont on ne sait pas exactement le nombre d'heures qu'on va l'utiliser par jour, c'est-à-dire on ne sait pas si on va l'utiliser 2 heures à naviguer sur internet, enfin on ne sait pas si on en aura besoin ou non pour dépanner, quoi, en gros. On vaut mieux le recharger tous les soirs, comme ça on prend une bonne habitude, et si on prend l'habitude de le recharger toutes les semaines et que c'est un peu juste avec le téléphone qu'on a... Bon après j'ai vu qu'il y avait des téléphones comme les Samsung qui coûtent la peau du cul, ou même... non, l'iPhone il paraît qu'il a pas une si bonne autonomie que ça en fait. Mais les Samsung qui coûtent la peau du cul, genre le S3 ou ce genre de truc, il paraît qu'ils ont des autonomies de 16 heures en appel. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, c'est un truc de dingue. Mais bon, en même temps, à mon avis, c'est tout simplement parce qu'un appel c'est devenu une chose qui consomme pas de batterie par rapport à ce que peut faire le téléphone quand on l'utilise à fond, genre quand on utilise les 4 cœurs en même temps tout en faisant un jeu en 3D de ouf, et là on tombe à 6 heures d'autonomie, vous voyez, enfin ce genre de truc. Non, je dis ça au pif, mais je pense que ça doit être dans cet ordre-là. Et donc voilà, le Play Store complet ou presque, comme toujours avec ce genre de téléphone, comme le téléphone est connu comme ne pouvant pas faire l'intégralité de ce que peut faire n'importe quel téléphone sous Android actuel. C'est-à-dire qu'en gros, certains jeux 3D ne fonctionneront pas forcément, ce qui n'est pas un défaut pour la plupart des gens qui utilisent pas un téléphone pour disons pour jouer. Et bien quand on va dans la catégorie jeux, vous allez voir que il manque quelques jeux. Vous voyez, hop, catégorie, et là on n'a pas la sélection des meilleurs jeux du moment. Mais on a suffisamment de jeux qui fonctionnent pour être, on va dire, pour être rassasié de son quota, disons, de jeux sympathiques comme Cut the Rope ou ce genre de conneries. Et donc voilà, les emails fonctionnent parfaitement bien entendu. YouTube fonctionne bien. L'appareil photo c'est du 3 mégapixels. Et si vous voulez voir ce que donne cet appareil photo, eh bien voici tout de suite une image. Vous voyez, mes cheveux sont un petit peu trop courts et donc la qualité de l'image est à peu près convenable, même si c'est dans la moyenne de ce qu'on a pu trouver dans ces eaux-là au niveau du prix, même peut-être un peu moins bon d'ailleurs. Par contre au niveau du son ça a l'air de marcher plutôt pas mal, donc c'est tant mieux. Faut dire que même les meilleurs téléphones avec les meilleures caméras de l'époque d'il y a un petit moment, genre par exemple vous savez les Sony Walkman, là il y en avait un, le W995 ou un truc comme ça que j'ai d'ailleurs, et un téléphone qui avait une caméra 8 mégapixels pour les photos, c'était magnifique. Mais même ce téléphone là qui faisait des photos magnifiques, franchement au niveau de la caméra c'était juste dégueulasse, c'était monstrueusement moche. Donc franchement moi pour un téléphone surtout pas cher, qui fasse mal les vidéos, bon voilà, c'est surtout un truc pour dépanner si on a vraiment besoin de filmer un truc, genre il se passe un événement incroyable. Ah oui, un truc que je vous ai pas encore mentionné parce que vous le voyez sûrement à l'utilisation de l'écran tactile, ça n'est pas un truc, disons, très évident de se rappeler qu'il faut le dire, qu'il faut l'ajouter dans la vidéo. C'est un écran tactile résistif. Oui, résistif. Mais le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte qu'il est résistif. Pourquoi ? Parce que il est plus ou moins précis pour du résistif, donc ça c'est bien.
Il est très sensible pour du résistif, seulement un point de touch, tu sais, c'est pas multi-touch quoi, donc bon, ça c'est un petit défaut disons, mais même si, enfin pour moi c'est pas un défaut, hein, parce que voilà, c'est vraiment, faut vraiment avoir un téléphone, disons un téléphone de gamer, si pour avoir vraiment une utilité au multi-touch. Bon, bien entendu pour les zooms c'est peut-être un petit peu moins pratique, mais regardez, quand je vais dans Opera Mobile, on va voir ça tout de suite, eh bien le téléphone reconnaît qu'il n'est pas multitouch, enfin les programmes reconnaissent que le téléphone n'est pas multitouch, et affiche, comme vous allez le voir, un petit bouton pour faire le zoom manuellement via un truc plus-moins qui va apparaître bientôt quand cette page aura chargé. Allez, hop 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 hop. On capte pas super bien la 3G, d'ailleurs ça a tendance à décrocher de temps en temps, et là c'est une grosse page, vous voyez, quand je clique là il y a le zoom plus zoom moins, donc vous voyez il n'y a pas de... Et si on a envie de zoomer rapidement sur une partie du texte, il n'y a pas besoin de faire feup, et ben on fait juste un double clic à un endroit et paf, c'est bon, on a zoomé. Enfin vous voyez, c'est sous Android qui est pas le multitouch, c'est pas non plus dramatique du tout. Donc on peut lui excuser complètement. Et un autre truc, le fait que ce soit du résistif, vous savez, pose un problème quand on veut faire par exemple utiliser le téléphone, le clavier tactile, parce que il y a toujours un problème avec avec tout ce qui est résistif, c'est qu'on a toujours un peu de mal à voir ce qu'il y a sur les tranches comme ça. Donc quand on utilise disons ce pouce là pour appuyer sur M, et ben c'est très difficile et on fait souvent des L parce que on n'arrive pas à appuyer au bon endroit. Donc il faut vraiment s'apprendre à utiliser les deux mains si on veut taper sur du résistif avec un clavier complet de ce genre. Mais bon, on n'est pas obligé d'utiliser un clavier complet hein, quand on est en mode comme ça. Hein. Par exemple, avec Touchpal, on peut utiliser ce mode-là qui te fait des touches, bien entendu, bien assez grosses pour ne pas les louper. Hein. Ça, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi ce mode-là sur Touchpal qui est vraiment génial, où tu as 2 lettres par touche, ce qui permet comme ça d'avoir une sorte de mode intuitif qui soit, disons, entre ce mode-là et le clavier complet, ce qui permet d'avoir en gros un mode vous savez, comme une sorte de mode T9, vous voyez, ce qui fait absolument aucune erreur par rapport au mode avec 3 lettres par touche. Mais surtout, là on en vient au vrai bon point du truc, eh bien ça a beau être du résistif, le gros problème avec le résistif c'est taper sur un clavier avec ses doigts, parce qu'il faut être très précis, et les résistifs sont pas hyper précis quand on utilise ça avec ses gros doigts. Par contre, quand l'interface, quand il s'agit pas du clavier, ça ne pose aucun problème, mais quand il s'agit du clavier, et ben là on peut se rendre compte des limites du résistif. Mais bon, c'est vrai, ce téléphone a un vrai clavier, donc du coup on tape tout simplement son texte complètement, hein, voilà, hein, genre hop 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 hop, j'écris n'importe comment, là, voilà, et donc on tape vraiment bien avec ce truc là, même si j'y fais pas vraiment justice étant donné que je suis obligé de rester dans le cadre, chose que j'ai très difficilement l'habitude de faire en temps normal, même si je commence peut-être à prendre l'habitude, je ne sais pas. Enfin, j'essaye, vous savez, de me trouver un guide comme ça, en mettant les paumes de mes mains comme ça sur le truc. Je sais que normalement je dévie pas, donc du coup ça permet de regarder à côté du viewfinder. Vous voyez, là il y a le viewfinder qui se trouve à cet endroit-là, qui est orienté comme ça, c'est-à-dire c'est comme si je regardais là, si vous voyez, là-haut. Et le téléphone se trouve là, vous voyez, par rapport à la caméra. Donc c'est absolument c'est une gymnastique mentale à chaque fois. Donc disons, il y a toutes les touches, il y a le bouton menu ici, le bouton recherche, etc. Mais il n'y a pas le bouton home là-dedans, bon enfin bref. Et oui, un truc sympa, vous savez, écran résistif, donc pas écran capacitif, donc pas de bouton capacitif à cet endroit-là, vous savez, pour revenir, etc. Home et compagnie avec des boutons résistifs. Capacitif, et dans le Jinsen il s'était amusé à faire des boutons qui ressemblent à des boutons capacitifs mais qui étaient résistifs, ce qui était tout un concept qui était tout à fait ridicule et bizarre. Franchement, moi quand j'avais vu ça je m'étais dit wow, ça c'est du concept, bravo les gars, les faux boutons capacitifs. Et c'était vraiment le défaut du Jinsen, c'est-à-dire que ces boutons étaient tout pourris, en plus ils étaient pas alignés, enfin c'était n'importe quoi. Là, des vrais boutons qui cliquent et tout ça, comme ça il y a pas... Enfin franchement, je trouve que les vrais boutons qui cliquent c'est beaucoup mieux en fait, parce que, enfin, même sur les téléphones qui ont des boutons capacitifs, je veux dire, hein, c'est vraiment les boutons cliquables et tout ça, c'est mieux parce que on sent qu'on appuie dessus, alors que là il y a le système de vibration, vous savez, ça vibre quand vous appuyez sur les boutons capacitifs, et bien
bon, ça a ses limites, quoi, et puis c'est un peu chiant, surtout dans certains téléphones, le vibreur a tendance à faire beaucoup de bruit, donc c'est pas terrible. Et donc voilà, là au moins on sait qu'on appuie sur le bouton, il n'y a pas de souci, franchement ce sont des boutons qui fonctionnent bien, etc. Enfin bon voilà. Hein. Et alors, un petit détail qui tue, on voit bien que les développeurs, les designers de ce téléphone ont été plutôt intelligents, parce que, vous voyez ici, ça c'est le bouton power, et bien, contrairement aux autres boutons, il est un tout petit peu plus incrusté, parce que, vous savez, un écran capacitif, le truc c'est qu'il n'y a que votre tout ce qui est vivant, dans votre corps qui peut appuyer dessus. Si vous mettez votre téléphone dans la poche, logiquement, si vos poches sont suffisamment épaisses, vous ne pouvez pas cliquer avec vos jambes, en gros, sur l'écran, s'il se déverrouille automatiquement dans votre poche, parce que ça appuie sans faire exprès sur le bouton power. Mais là, comme c'est du résistif, si le bouton power est appuyé accidentellement, eh bien n'importe quoi, même un bout de plastique, n'importe quoi peut déverrouiller votre téléphone si vous n'avez pas de chance, quoi. Et donc du coup, ils ont incrusté le bouton, ce qui fait que ça le rend plus difficile à appuyer, parce que il faut vraiment le vouloir, quoi, pour le faire, quoi. Et ça, c'est vraiment une super bonne idée, je trouve, parce que au moins on peut pas faire ça sans le vouloir. On peut aussi d'ailleurs, si vous avez reçu un SMS, c'est une fonction qu'il y avait aussi dans l'Ideos, le Huawei Ideos, il y a une petite lettre qui clignote quand vous avez reçu un SMS, ce qui est une super fonction que je trouve sympatoche, que je sais pas pourquoi on le voit pas plus souvent, et donc du coup ça clignote, et là vous savez que vous avez un SMS, donc vous savez que vous allez utiliser le clavier. Et ben pour déverrouiller le téléphone, vous pouvez utiliser cette fameuse méthode de clac, je fais ça pour déverrouiller, et comme vous le voyez aussi d'ailleurs, quand le téléphone a le clavier déclipsé, on va dire, oups, mes démonstrations font bouger la caméra. Donc je disais, quand le truc est slidé, quoi, je sais pas trop comment on peut dire ça, eh bien l'orientation est obligatoirement dans ce sens-là. Et comme vous voyez, il n'y a aucun moyen de pouvoir la faire passer dans l'autre sens. Vous voyez, l'orientation est bloquée dans ce sens-là, ce qui est plutôt sympatoche d'ailleurs comme petit détail, parce que quand on tape sur le clavier, etc., on peut peut-être faire ça, et puis on n'aurait pas envie d'être perturbé par tout ça. Et par contre, il y a un senseur de gravité quand le truc est refermé. Donc vous voyez, ça met un petit moment à recharger le truc dans ce sens-là, je sais pas trop pourquoi, ça c'est à cause du nombre d'icônes, et donc comme vous le voyez, hop, eh bien, oui, non, ça le fait pas, bien entendu, quand on est sur le menu d'accueil, je suis trop con, mais quand on va dans un programme qui gère cette fonction-là, comme par exemple le Google Play Store, eh bien, le gyroscope permet de pouvoir orienter automatiquement dans le bon sens. Enfin voilà, donc un téléphone qui est plein de détails bien foutus, beaucoup d'attention de la part des designers, des développeurs et compagnie. Vraiment un téléphone aussi qui a du style, je trouve. SFR a bien fait de ressortir ce truc-là de Chine, étant donné que il a jamais sorti de Chine à part grâce à SFR. Et franchement, là pour une fois, c'est une bonne idée. Moi, je suis chez Free pour ma part, hein, mais voilà. Bon, je connais pas très bien les avantages d'SFR par rapport aux autres concurrents, par rapport aux autres, comment on appelle ça, pas fournisseur d'accès, on dit opérateur, voilà, parce que comme si on était encore avec les téléphones qui tournent, tu sais, avec le cadran qui fait, vous voyez, enfin ce genre de truc, on appelle toujours ça des opérateurs téléphoniques, alors que maintenant on se retrouve plus à des trucs qui ressemblent beaucoup à des fournisseurs d'accès internet, mais bon bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ouais, SFR, je connais pas tellement leurs avantages par rapport à Orange. Orange, son problème c'est qu'il est trop cher, mais bon, au moins c'est... Non, en fait non, Orange, je vois pas vraiment où ils ont des avantages là-dedans, mais enfin, au moins SFR, donc ils font l'effort de faire venir des téléphones pas chers de Chine, et ça franchement on peut leur dire que c'est une très bonne idée pour leurs clients, donc... Et voilà... Franchement, aucun défaut à ce téléphone-là, peut-être l'antenne 3G qui est un petit peu faible, ce qui fait que quand on est dans le TGV par exemple et qu'on est en train d'utiliser son téléphone pour naviguer sur internet, eh ben on peut avoir beaucoup plus que de raisons de petites coupures, on va dire, de réseau. Donc voilà, je crois que je vais conclure sur ce téléphone-là avant de le router et de pouvoir vous montrer quelques trucs en performance en jeu, etc. Parce que j'ai besoin de le router pour faire de la place notamment, parce que franchement le gros problème avec ce téléphone, parce qu'il n'y a pas beaucoup de défauts, la qualité son est formidable, tout est très bon, tout est très bien fait, les détails, etc. Le problème c'est que SFR a mis toute sa merde dedans et a bouffé toute la place, ce qui d'ailleurs, un petit truc que je trouve sympa par contre, c'est d'avoir mis les pages jaunes dans les programmes installés par défaut. Ça par contre c'est une bonne idée, parce que j'avais même pas pensé à installer ce programme là sur mon téléphone ensuite, donc au moins ça m'a fait
fallait réfléchir et penser que ça existait déjà. Et donc voilà, mais sinon oui, SFR a foutu sa merde dedans, et donc on perd, pour information, on doit perdre à peu près 80 MO de place disponible là-dedans, juste à cause des cochonneries qu'a installé SFR, ainsi que la très mauvaise idée d'avoir mis des programmes qui utilisent beaucoup de place comme Google Maps ou YouTube comme programme installé par défaut, ce qui et oui, et puis encore pire que ça, Facebook et Twitter qui sont deux autres programmes qui prennent encore plus de place, ce qui fait que l'on n'a absolument aucune place pour installer des programmes là-dedans, mais c'est juste incroyable à quel point c'est vraiment le seul défaut de ce téléphone. Mais comme il est hyper facile à router, même ma grand-mère pourrait le router, qui est morte d'ailleurs, donc oups. Je sais pas pourquoi, moi cette expression a voulu sortir et je me suis dit oui merde, c'est vrai, ça marche pas avec ma grand-mère à moi, ça marche avec la grand-mère des autres, mais pas la mienne. Donc bon, c'est pas grave. Enfin, ça marche plus depuis quelques années maintenant. Bon, c'est glauque ma vidéo. Maintenant, elle est en train de prendre un tour vers le glauque. Cette vidéo vous est présentée par Tim Burton. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Eh bien tout simplement que je vais rendre l'antenne entre guillemets, je vais router ce téléphone, je vais vous dire avec quel programme je l'ai routé, même si je vais pas vous filmer avec quoi je l'ai routé, sauf si par bizarrerie un peu comment dire peu habituel, je serais obligé de le router avec un autre programme que les programmes que j'ai déjà présentés, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc pour terminer là-dessus, je vous dis salut à tous et à la prochaine, et voici un bon petit téléphone. Si vous le trouvez non simloqué, c'est une bonne affaire, vraiment une très bonne affaire, à trouver dans les 100€ neufs et peut-être beaucoup moins d'occasion à un ancien client d'SFR. Je ne sais pas. Alors bon bah salut à tous et à la prochaine. Oups, j'ai oublié de vous dire que c'était un écran 3,2 pouces et que la notice était tellement débile que je me demande à quel point on est devenu con en France pour qu'on nous fasse des notices aussi explicatives. Franchement, on pourrait pas des fois nous faire des notices un petit peu plus courtes, histoire que les gens s'apprennent des trucs par eux-mêmes et aient un peu de self-esteem au moins une fois dans leur vie, ce serait plutôt pas mal quand même.